Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors dans cette vidéo, nous allons essayer de continuer notre application Pinterest. Mais bien avant de commencer à coder, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Donc cette application, je l'avais créée en une seule vidéo. Mais la vidéo était vraiment longue. Elle durait environ 5 heures ou bien 6 heures. Et j'ai remarqué qu'avec mon logiciel d'édition, plus la vidéo est longue, plus j'ai des problèmes. Donc là, j'avais pu éditer la première heure, mais après, le logiciel ne faisait que crasher. Donc au niveau de Twitter, j'avais indiqué que mon logiciel d'édition me jouait des tours. J'ai pu récupérer la première partie et puis après, j'allais tenter de récupérer les autres parties. Donc lorsque la vidéo est longue, si je la découpe en 2 petites vidéos, généralement, ça règle le problème. Donc c'est pourquoi vous avez vu que j'ai posté une partie 1, une partie 2, mais malheureusement, je n'ai pas pu récupérer la partie 3. Quand j'ai vu que je ne pouvais pas récupérer la partie 3, j'étais vraiment découragé. Je ne vais pas vous le cacher. Parce qu'en réalité, c'était la partie la plus longue, où on voyait l'upload, où on gérait l'authentification, l'autorisation et plein d'autres michi-bichi. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'enregistrer de nouveau la 3e partie. Mais comme on a l'habitude de le dire, à quelque chose, malheur est bon. Avant d'enregistrer la vidéo, j'ai eu à faire un composer update. Mais lorsque je l'ai exécuté, j'ai eu une petite erreur. Et bien, voici l'erreur. Mais je suis content qu'on a cette erreur-là, étant donné que ceci va me permettre de vous expliquer d'autres michi-bichi que je n'avais pas expliqué dans la vidéo originale. Donc c'est cool parce qu'on va découvrir de nouvelles choses. Donc l'erreur qui est là, c'est la même que celle qui est affichée ici. Lorsqu'on a une erreur, généralement, on fait un copier-coller au niveau de Google. Donc, c'est ce que je vais faire. On va copier le début. Déjà, on peut voir que c'est en rapport avec Doctrine Migrations. On prend le premier lien. Je vais faire Dismiss. Et on peut voir qu'on est au niveau du bundle Doctrine Migration Bundle. On descend un peu. On va rechercher où on a des cœurs. Donc là, notre ami Camille a eu à proposer une petite solution. On nous dit on peut faire composer recip install -force-v et puis après faire un composer install. Yacoupars ou bien Yacoupar, il a eu également à proposer une solution. Et si on regarde Johan, il a eu à proposer une 3e solution. On descend. Voici également un autre truc où on a des cœurs. Bref, ce que je veux vous montrer par là, c'est que normalement, en essayant l'une de ces solutions, probablement votre problème va être résolu. Mais nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre pourquoi on va exécuter telle commande ou bien pourquoi on va faire ceci ou bien cela. Pour ce problème-là, utiliser l'une de ces solutions allait marcher. Mais moi, je vais tenter d'expliquer c'est quoi le problème. Et je pense que grâce à cela, vous allez mieux comprendre comment Symfony fonctionne. Donc le problème est tout simple. Avant, lorsqu'on a créé notre projet, on utilisait une version 2 de ce bundle, Doctrine Migration Bundle. Mais lorsque j'ai eu à faire la mise à jour, on utilise maintenant une version 3. Et il y a eu des changements au niveau de cette version 3. Venons au niveau de la console. Si on vient ici, je vais faire un composer show et ceci va lister tous les packages. Donc on peut voir tous les packages qui ont été installés et puis leurs versions respectives. Moi, je peux dire que spécifiquement, on va s'intéresser à Doctrine. On remonte un peu. Et on peut voir que maintenant, j'ai la version 3.0.1. Si j'avais gardé le composer show, j'allais remonter un peu. Et bang, on peut voir 3.0.1 également. Nos migrations avant, elles se trouvaient au niveau de SRC, migration. Mais maintenant, les migrations vont se trouver dans un dossier migration qui se trouve à la racine de notre projet. Donc, on aura un dossier migration directement ici. Je vais vous le prouver. On va créer un nouveau projet. Donc, je reviens au niveau de mon dossier tutoriel. On fait Symfony New. On va l'appeler Cool. Et on va utiliser l'approche traditionnelle. Donc là, c'est parfait. Le projet Cool a été créé.
On va venir au niveau du projet et je vais l'ouvrir au niveau de mon éditeur. Remarquez que maintenant, on n'a plus de dossier migration, mais on a maintenant un dossier migration à la racine qui va contenir nos migrations. De la même manière, si on regarde la configuration, on voit que là on a doctrine migration, migration path et puis ce Mitsubishi là. Alors que si on regarde là, je vais tenter de replier ceci temporairement. On vient au niveau de config, package. Pour notre projet Pinterest, la configuration est différente. On n'a pas le migration path comme ce qui était présent ici. Et c'est ce qui était indiqué. Avant, il fallait écrire ceci, mais avec la nouvelle version, voici ce qu'il faudra écrire. Donc, je vais copier le code qui est présent ici. On va replier l'autre projet et on va remplacer tout ceci par le nouveau code. Donc, je me suis trompé un peu, il faut le mettre. Donc, ce sera ceci. On va utiliser 4 espaces. Donc, on a changé la configuration avec la nouvelle configuration et on indique que nos migrations vont se trouver au niveau de SRC Migration. Si vous regardez le nouveau projet qu'on avait créé, eux, ils ont eu indiqué quelque chose de différent. Ils ont eu à dire que les migrations vont se trouver au niveau de migration ici. Vu que nous, on avait déjà nos migrations au niveau de l'autre dossier, je vais me retrouver ici. Donc, on va le garder et puis ça marche. Donc, ce qui est à gauche va représenter le namespace et puis ce qui est à droite va indiquer où seront vos migrations. Donc, kernel.projectdir, cela fait référence au dossier Pinterest, donc à la racine de notre projet. Donc, on devient au niveau de la racine SRC migration et on a nos migrations. Le namespace, c'est doctrine migration et voilà, c'est le namespace qui a été utilisé. On ne doit pas mettre app migration comme namespace. Normalement, on a autoloadé. Si on vient ici, on a utilisé PSR4 pour associer au dossier SRC le namespace de base app. C'est pourquoi ici on avait app controller, app entity, ou bien app entity trait. Mais pour migration, on ne doit pas utiliser app migration. C'est pourquoi on associe un autre namespace. Si on regarde le nouveau projet, on nous indique clairement le namespace est arbitraire, mais il doit être différent de app migration. Étant donné que les classes de migration ne doivent pas être autoloadées. Donc, du moment où c'est différent de app migration, vous n'avez pas de problème. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a retiré le dossier migration au niveau de SRC afin d'éviter toute confusion. Maintenant, on a directement le dossier migration ici et puis cela fera l'affaire. On va donc fermer tout cela. On revient au niveau de notre code et vérifions est-ce que le problème est résolu. Et mamma mia, tout marche de nouveau. Donc, même si cela marche, on va essayer de comprendre les autres solutions qui avaient été proposées. Nous, on avait cliqué sur cela, on nous a indiqué ce qu'il fallait changer et puis bang, ça a marché. Mais regardons la première solution. On nous demandait de faire composer recip install --force-v. Vous pouvez vous demander mais à quoi sert cette commande? Et c'est justement ce que je voulais expliquer au début de cette vidéo. Donc volontairement, on va revenir au problème. Je vais faire CTRL-Z. Parfait. On va avoir donc la même erreur et c'est le cas. Pour que vous puissiez comprendre l'utilité de cette commande, je dois faire un petit rappel sur Symfony Flex et puis le système de recettes. Donc là, on est parti. Je vais supprimer le projet Cool et on va créer un nouveau projet Toto. Pour ce projet-là, je vais utiliser l'approche Micro Framework. Parfait, notre projet a été créé. Mais j'aimerais que vous puissiez regarder la première commande qui a été exécutée. Composer Create Project
Symfony Skeleton et puis le chemin menant à notre projet. En grosso modo, on utilise Composer afin de créer notre projet et on se base sur Symfony Skeleton. Recherchons Symfony Skeleton. Comme on peut le voir, il contient deux fichiers. Un fichier license pour la licence et un fichier composer.json. Lorsque vous utilisez Composer Create Project, tout ce que Composer va faire, c'est quoi? Il va cloner ce Mitsubishi là et puis faire un Composer install. Donc essayons de le faire. Je vais faire un clone. Je vais supprimer notre ami Toto. Je fais un git clone et on va le mettre au niveau d'un dossier Tata. Donc au niveau du dossier Tata, on aura nos deux fichiers, celui de la licence et composer.json. Donc on aurait pu faire download et puis le renommer en Tata, mais c'est la même chose. Donc lorsque vous faites Composer Create Project, il fait le git clone. Ensuite, il va prendre le nom que vous avez donné. Si vous vous rappelez, dans notre cas, lorsqu'on avait créé le projet, on l'avait appelé Tata. Donc il a fait Create Project et puis il avait appelé notre projet Tata. Et juste après, il va faire un Composer install. Donc, juste pour que ce soit clair, parce que je veux m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Lorsqu'on fait Symfony New, suivi du nom de notre projet, vu qu'on n'a pas mis -- full, il va utiliser Symfony Skeleton. Et vu qu'il fait Composer Create Project, Symfony Skeleton, suivi du nom de notre projet, Composer Create Project va télécharger Symfony Skeleton, renommer le dossier en Tata, ou bien le nom du projet qu'on a eu indiqué, et puis après faire un Composer install. Donc nous on vient de faire cela manuellement. Mais regardez maintenant au niveau de Tata. Comme par magie, on a notre projet. Là je vais faire tree pour afficher un seul niveau. On peut même l'ouvrir au niveau de notre éditeur. Et mamma mia, on a notre projet Symfony. Donc ça peut paraître un peu magique, vous allez vous dire, mais on avait deux fichiers, on fait Composer install et puis on a tout ceci qui est créé. Comment ça se passe, Honoré? Comment ça se fait? Tout ceci est possible grâce à Symfony Flex et au système de recettes. Donc, pour que vous puissiez comprendre cela, je dois vous parler des recettes. Vous allez voir, ça va être très simple. Ne vous inquiétez pas. Allons étape par étape. On regarde le fichier composer.json. On peut voir qu'au niveau de require, on a PHP, ext_ctype, ext_iconv, mais nous on va s'intéresser à Symfony Flex, étant donné que toute la magie est gérée par ce Symfony Flex. Toute la flexibilité est gérée par Symfony Flex. Mais regardez une autre partie qui m'intéresse, Flex Require. Au niveau de Flex Require, on a Symfony Console, Symfony.env, Symfony Framework Bundle et puis Symfony YAML. Pour chacun de ces packages, vous allez avoir généralement des recettes. Et où est-ce qu'on peut voir les recettes? Vous allez venir au niveau de flex.symfony.com. On était déjà venu au niveau de ce site, mais là on va regarder un peu plus en profondeur. Donc le premier package qui est listé au niveau de Flex Require, c'est Symfony Console. On va rechercher console, si j'arrive à l'écrire, et on a Symfony Console. Vous avez deux types de recettes. Vous avez les recettes officielles et les recettes de la communauté. Donc, contrib pour contribution. Les recettes officielles sont gérées officiellement par Symfony. Les autres recettes sont gérées par la communauté. Donc, vous aurez plus de rigueur au niveau des recettes officielles comparé aux recettes contrib. Mais cliquons sur recettes, donc receipt. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On a plusieurs dossiers avec différentes versions. C'est parce qu'au niveau d'une recette, on peut avoir plusieurs versions. Ici, on a 3.3, 4.2, 4.4 et puis 5.1. Les versions qui sont listées sont des versions de Symfony. Si vous créez un projet Symfony avec la version 3.3, il va utiliser la recette version 3.3. Si vous créez un projet Symfony avec la version 5.1, Symfony Flex va utiliser la recette pour la version 5.1. Maintenant, vous pouvez me demander, mais si on a la version 4.3, vu qu'on n'a pas 4.3 ici, qu'est-ce qu'il va utiliser comme version? Dans ce cas-là, il va utiliser 4.2. Ici, on n'a pas de dossier 4.3 parce que la recette de la version 4.2 n'a pas changé. Donc, on peut la réutiliser au niveau de la version 4.3.
Mais au niveau de la version 4.4 de Symfony, ils ont eu à changer des trucs pour cette recette-là. Donc, ils ont créé un autre dossier. Donc, le système de versionning peut sembler un peu bizarre, mais 3.3 pour 3.3, 4.2 pour 4.2. Mais si on a par exemple 3.4, vu qu'on n'a pas de dossier 3.4, c'est que c'était la même chose que pour 3.3. Donc, il va utiliser celui de 3.3. Donc, nous, dans notre cas, on utilise Symfony 5.1. Donc, il va utiliser la version 5.1. Et toutes les recettes vont avoir ce fichier manifest.json. Quelle que soit la recette que vous allez prendre, vous allez toujours avoir ce fichier manifest.json. C'est le fichier de configuration de la recette. On aura un ensemble d'instructions qui vont indiquer ce que cette recette est censée faire. Ici, on a deux choses. Je vais expliquer la partie la plus simple. On dit que pour Symfony Console, on a un alias qui est CLI. C'est-à-dire que si on veut utiliser Symfony Console, on peut faire Composer Require Symfony Console ou bien Composer Require CLI. C'est la même chose. Revenons au niveau de Flex. On recherche console et vous voyez, on a un alias CLI et puis un alias console. Donc si on utilise l'un de ces deux alias, cela fera l'affaire. Ensuite, on a copy from receipt. Cela permet de dire, au niveau de notre recette, on a un dossier bin. Copie son contenu et puis mets-le au niveau du dossier bin de notre projet. Donc regardons au niveau de notre recette, on a un dossier bin qui contient un fichier console. Donc il va copier ce fichier console et puis le mettre au niveau de notre projet. Donc je vais tenter de me retrouver. Et c'est pour cette raison que lorsque Symfony Flex a fait son travail, on a une recette pour Symfony Console qui permet de copier le fichier bin console. Et bang. Regardons le deuxième package. Symfony.env. Parfait. Donc, vous avez remarqué que lorsqu'il a fini, on n'a plus de flex require. Donc, si on revient au niveau de notre projet, on a tous les packages qui se retrouvent au niveau de require, pas au niveau de flex require. Je vais réduire ceci, comme ça, j'aurai moins de navigation à faire. On va rechercher la recette pour .env. C'est une recette officielle. On voit que là, on n'a pas de recette. OK? Donc, si on vient ici, au niveau de receipt, on n'a pas symfony.env. Donc, vous remarquez bien, on n'a pas .env. Donc, il va simplement installer notre ami symfony.env. Il ne va pas copier quoi que ce soit, il va juste l'installer. Passons au suivant, Symfony Framework Bundle. On a une recette officielle. On a plusieurs versions. Nous, ça va être 5.1. Et voici notre fichier manifest.json. Là, on a quelque chose d'intéressant. Le fichier manifest.json est un lien symbolique vers celui de la version 4.2. Donc ici, en réalité, le fichier n'a pas changé. Donc, ils ont eu à faire un lien symbolique vers celui de la version 4.2. Donc, j'imagine que celui de la version 4.4 fait également un lien symbolique vers celui de la version 4.2. Donc, vu que son contenu n'a pas changé, probablement ce qui a changé, c'est le contenu des différents dossiers en grosso modo. Donc, nous, on va venir au niveau de 4.2, manifest.json. Et là, on a quelque chose de plus costaud. Premièrement, on dit qu'au niveau de bundle, on va enregistrer le bundle framework bundle. Donc, il va venir au niveau de config, bundle.php, et vous voyez, on a Symfony, bundle, framework bundle, all à true. C'est grâce à ce mushpush-là. Ensuite, au niveau de la recette, on copie le contenu du dossier config, celui du dossier public et celui du dossier src. Et on les met au niveau du dossier config de notre projet, public de notre projet, src dir de notre projet. Donc, config dir, cela fait référence au dossier config de notre projet. Pareil pour public, le dossier public de notre projet, et là, le dossier src de notre projet. Donc, il va venir au niveau de notre recette. Donc, c'est 5.1, rappelez-vous. Il va copier le dossier config.
Là, on a package, on a route et puis on a service.yml. Si on regarde ceci, c'est un lien symbolique vers celui de la version 4.2. Ici, c'est un lien symbolique vers celui de la version 4.4. Et là, vers celui de la version 4.2. Donc, commençons par service.yml. Un lien symbolique vers celui de la version 4.2. Donc, on va venir au niveau de 4.2, config service.yml, et il va prendre ce contenu-là et puis le mettre au niveau de config service.yml. On a combien de lignes? On a 28 lignes et là également 28. Bon, là, j'ai une ligne vide, c'est pourquoi c'est 28, mais c'est 27 partout. Donc, il va faire la même chose pour tout ce qui est indiqué au niveau de manifest.json. Donc, on va revenir au niveau de 4.2, manifest.json. De la même manière, il va copier le contenu du dossier SRC depuis la recette vers notre dossier SRC. Et pareil pour public. Donc, si on regarde public, je vais le faire assez rapidement. On vient au niveau de public. On peut voir qu'on a index.php qui contient 30 lignes. Et c'est via cela qu'on obtient notre index.php. Intéressons-nous à autre chose. On revient au niveau de 4.2. Parfait. Composer script. Il va copier les deux scripts et puis les rajouter au niveau de composer script. Donc la partie script de composer, on voit qu'on a AutoScript. Il va copier les deux Mushy et puis les mettre ici. Si vous regardez AutoScript, on l'utilise à ce niveau et également ici. En grosso modo, après un install et puis après un update, on va exécuter les deux commandes. Donc si vous faites un composer install ou bien un composer update, après ces deux Mushy là, il va faire un cache clear. Donc on indique que c'est une commande Symfony. Il va donc savoir qu'il faut faire bin console cache clear. Et la bin console asset install. Certains bundles viennent avec des assets, donc des fichiers images, JavaScript, CSS. Cette commande permet de copier les assets depuis les bundles qui ont des assets et puis les mettre au niveau de votre dossier public. On a ici env. Il va prendre ces variables d'environnement et les définir au niveau de votre fichier.env. Donc c'est pourquoi on a app-env à dev et puis app secrète à cette valeur. App secrète, il va générer une clé secrète. Ici trusted proxy et puis trusted host sont commentés. C'est pourquoi on a des dièses devant, comme ça a été indiqué ici. Et vu que ça a été rajouté par le bundle framework bundle, il met ici Symfony framework bundle. Ce qui est intéressant, c'est que si vous retirez ce bundle, il saura qu'il doit retirer ceci, vu que c'est ce bundle qu'il a rajouté. De la même manière, il va savoir qu'il doit retirer également ceci. Donc tout ce que le bundle a rajouté, il saura comment les retirer. Au niveau de gitignore, il va rajouter tous ces Mushy là. Donc .env, .local, .env, .local.php, tout ce qui a été listé. Vous allez voir au niveau de .gitignore, il les rajoute. Ici, on a config secrète. Il va remplacer ceci par votre dossier config, ceci par public, ceci par var. Donc là, on a public, là var. Parfait. Donc pour ceux qui se demandent comment est-ce que le fichier .env est créé, vous allez voir, c'est très simple. Symfony Flex lui-même a une recette. Et là, elle contient un fichier .env. Et tout ce qu'on fait, on copie le fichier .env. Et puis on le met directement à la racine de notre projet. .env.test est créé par phpunit. Je vais rechercher phpunit. Et vous voyez, c'est lui qui va permettre de créer .env.test, également phpunit.xml.dist, le dossier test, et puis rajouter ceci au niveau de gitignore. J'ai dit ceci. Mais c'est ce qui permet de rajouter ces Mushy à gitignore, créer le dossier test et puis .env.test. L'autre fichier que je n'ai pas expliqué, postinstall.txt, il va indiquer qu'est-ce qui doit être affiché après avoir exécuté votre recette. Donc là, on regarde 4.2. Donc après avoir exécuté la recette,
il va dire que pour démarrer votre application, il faudra venir au niveau de notre projet, faire git init et puis d'autres choses. La couleur bleue, donc c'est pourquoi vous avez ces trucs avec différentes couleurs. Juste pour vous le montrer, je vais faire un composer require de Twig Bundle. Donc Twig Bundle, c'est un alias pour le bundle Symfony Twig Bundle. On clique au niveau de recettes. Vu qu'on n'a pas 5.1, il va prendre 5.0 vu que rien n'a changé. Voici manifest.json qui est un lien symbolique vers la version 3.3. Donc on vient au niveau de Twig Bundle 3.3, manifest.json. Il va rajouter cette ligne, copier la configuration et puis créer le dossier template qui contient également base.html.twig. Donc vous allez voir, on va se retrouver avec un dossier template. Il va copier la configuration de Twig et puis de la même manière ajouter cette ligne. Prenons n'importe quel package qui a un fichier post install. Je vais prendre Messenger 4.3. On a un post install. Parfait. Je peux faire composer require de Messenger. Je sais que c'est un alias. Si vous regardez au niveau de alias, on a Messenger. On valide. Il va faire plein de choses que maintenant vous comprenez. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'affiche après avoir exécuté votre recette. Donc il va indiquer qu'il a eu à exécuter une recette pour Symfony Messenger, également pour Doctrine Annotation. Après avoir eu à faire notre installation, il exécute les deux commandes que je vous ai montrées et puis il affiche What is next. Et là, c'est présent au niveau de notre fameux post install. Donc, vous voyez, What is next? You are ready to use Messenger Component. You are ready to use the Messenger Component et tout. Donc, félicitations. Normalement, à ce stade, les recettes n'ont plus aucun secret pour vous. Donc là, je vais retirer notre ami Tata. Et puis, on va revenir à notre projet Pinterest. Si j'arrive à me retrouver, donc, je vais faire un Sublime. Je vais faire Sublime. Donc là, ma console est plantée. Je ne sais pas pourquoi. Je vais fermer Hyper. Et puis utiliser iTerm. On revient au niveau de notre dossier tutoriel Pinterest et je vais l'ouvrir au niveau de Sublime Text. Là, on avait vu que le problème était lié à quoi? Notre problème qu'on avait précédemment, il était en rapport avec le bundle Doctrine Migration Bundle. Donc, on peut imaginer qu'on a une recette pour ce bundle. Recherchons la recette. Je tape Migration. Parfait. On fait recette. Et on a une version 2.2. C'est ce qu'il va donc utiliser pour nous. On a manifest.json. Il va rajouter cette ligne. Si je me retrouve, on vient au niveau de config, bundle. On doit avoir la ligne pour les migrations. OK. Il va copier la configuration et puis on voit qu'il va copier le dossier migration. Donc si on vient au niveau de Doctrine Migration Bundle 2.2, on a maintenant un dossier migration et il va copier ce dossier qui est vide. Et où est-ce qu'il va le mettre? Il va le mettre au niveau de migration, donc directement à la racine de notre projet. Moi, je n'ai pas ici de dossier migration parce que lorsqu'on avait créé notre projet, la recette qu'on avait utilisée créait simplement ce dossier migration, src migration. Donc probablement, on a une nouvelle recette qui est disponible. Et c'est le cas si on fait composer recip. Cela va lister toutes les recettes installées. Et vous voyez, on a plein de recettes. Mais ce qui est intéressant, on nous dit que pour le bundle Doctrine Migration Bundle, on a une mise à jour qui est disponible. Donc je peux copier cela et puis je vais dire je veux des informations pour la recette de ce bundle. Et on nous dit que nous on a actuellement la version 1.2. C'est bel et bien la version qui était ici que nous on a utilisée.
mais on a maintenant une version 2.2 qui est disponible. Et on nous donne une commande qui permet de mettre à jour notre recette. Et regardez, elle ressemble un peu à la commande qui avait été donnée ici. Composer recipe install -force-v. Donc là, ça mettait à jour toutes les recettes installées. Ce qui peut être délicat si vous avez modifié certains fichiers et tout. Nous, on veut mettre à jour uniquement la recette pour notre ami migration. Donc, je vais copier cette ligne et puis on va l'exécuter. Donc, -v, ça va vous permettre d'avoir des informations. Il va être verbeux. Et là, on nous indique qu'on a créé un dossier migration qui est un fichier gitignore. C'est en rapport avec Git. Si vous avez un dossier qui est vide, il doit contenir au moins quelque chose donc pour être traqué. Donc, on rajoute un fichier .gitignore ou bien des fois, on l'appelle .gitkeep. Mais là, vous allez voir qu'on aura maintenant un dossier migration qui aura été créé. Et puis, il va modifier la configuration. Il a mis créer, mais en réalité, on sait qu'il va la modifier vu que nous, on avait déjà notre configuration. Et il modifie avec ce qui est nouveau en indiquant que nos migrations vont se trouver au niveau de migration. OK. Nous, on sait que nos migrations sont ici pour l'instant, mais vu qu'on a changé avec la bonne config, on ne va plus avoir d'erreur. Simplement qu'il va rechercher nos migrations au mauvais endroit. Donc, soit on peut venir ici et puis mettre src migration, ou bien on va déplacer les deux fichiers et puis les mettre ici. Je vais préférer faire cela. Je vais copier les deux fichiers et puis les mettre au niveau de migration. Je peux supprimer le dossier migration. Le namespace, c'est Doctrine Migration et c'est bel et bien celui qu'on a utilisé. Donc, tout devrait être bon. Lorsque vous mettez à jour vos recettes, il va falloir faire très attention. Parce que si vous avez modifié, par exemple, imaginons que nous, on avait modifié notre recette. Je vais me retrouver. Et puis, on avait mis autre chose. On voit qu'il a remplacé tout ce qu'on avait par le nouveau contenu. Donc, dans ces cas-là, vous allez faire git add -p. Et puis, vous allez voir, OK, il a rajouté ceci. Si je suis d'accord pour cette modification, je fais Y pour Yes. Sinon, je fais N pour No. Donc, nous, on sait ce qu'on a eu à faire. Donc, je fais Yes. On fait Yes. Là, on a supprimé le dossier migration. Donc, on fait Yes. On a déplacé les deux fichiers. Donc, je fais Yes également. Il a modifié symfony.lock pour dire que maintenant, pour Doctrine Migration Bundle, on utilise la recette version 2.2. Je fais Yes. Donc là, j'ai fait petit à petit mes git add. Je vais faire git statut. Tout est bon. On a ce nouveau dossier qu'il faut traquer. Donc, je vais le rajouter également. Et normalement, tout sera bon de mon côté. Si je refais un git statut, on n'a plus de problème. Afin de m'assurer que tout est bon, je vais supprimer ma BD et puis tenter de réappliquer mes migrations. Donc, je fais Symfony Console. J'ai un alias sc, Doctrine Database Drop. Je vais recréer ma BD et on va tenter d'appliquer les migrations en faisant Doctrine Migration Migrate. Donc, s'il les recherche au bon endroit, il doit les trouver et puis créer ma table pin et rajouter après created at et updated at. On valide, on croise les doigts, je fais yes, ou bien si je valide simplement, on a un petit problème. On nous dit que the metadata storage is not up to date et on nous demande d'exécuter cette commande pour régler le problème. Donc, si on fait Symfony Console, vous voyez qu'on a une commande Doctrine Migration Sync Metadata Storage. Donc, je vais faire Symfony Console Doctrine Migration Sync Metadata Storage. Lorsque j'ai une erreur de ce genre-là, la première des choses que je fais, c'est un cache clear. Donc, je fais Symfony Console cache clear et je vérifie d'abord est-ce que ça règle le problème. Là, on va refaire Doctrine Migrations Migrate. On valide et on a toujours le même problème.
Là, on va faire une recherche au niveau de Google. Je vais vous le montrer par la pratique. On prend le premier lien et on a plusieurs solutions. Ok, on nous dit que on a changé des trucs en rapport avec les migrations. On nous dit si on utilise MariaDB, il faut préfixer serveur version de notre version de MariaDB. Pour ceux pour qui ça ne marche pas, on peut enlever simplement serveur version. Donc moi dans mon cas, j'utilise MariaDB. Si je fais MySQL-uroot-p, vous voyez que c'est MariaDB en réalité que j'utilise. C'est une version améliorée de MySQL. Et là, j'ai la version 10.4.10. Donc, si on suit ce qui a été indiqué, dans mon cas, j'avais modifié .env.local par .env. OK. Donc, c'est .env.local. Je vais remplacer 5.7 par MariaDB. Vous voyez, parfait. Je mets tiret et puis la version. On revient là, on va sortir et puis réessayer. On fait yes et comme par magie, nos deux migrations ont été exécutées. Je reviens donc au niveau du navigateur. On n'aura plus de pin, mais je peux en créer assez rapidement. Et tout marche comme par magie. Donc j'espère au moins que par la pratique, vous avez vu un peu comment résoudre les problèmes. La dernière chose que j'aimerais expliquer, si on vient au niveau de composer.json, on va rechercher notre ami Doctrine Migration. Et on peut voir malheureusement, on n'a pas de package Doctrine Migration Bundle. Alors qu'on a vu qu'on l'utilise bel et bien, on a la configuration et tout. Donc c'est parce que il y a également ce qu'on appelle les packs. Et on va rechercher ORM pack. Donc les packs, voyez-les comme un ensemble de packages. Le pack ORM, il va vous permettre d'avoir tous les packages en rapport avec votre ORM. Donc Doctrine, Doctrine Bundle, Doctrine Migration Bundle et tout. Donc si je clique, vous voyez que ce pack va installer Doctrine ORM, Doctrine Bundle et puis Doctrine Migration Bundle. Donc même si ici on a ORM pack, je vais tenter de me retrouver, en réalité il va installer ces trois packages. Vous avez même une commande qui existe, compose onPack, qui va faire un unpack de votre pack. Je vais vous le montrer. Je vais mettre composer onPack, ORM pack. Et en lieu place d'avoir le pack, il va décomposer les trois packages. Donc vous voyez, voici les trois packages qu'il a eu à unpacker. Je ne sais pas si on dit cela, mais voici nos trois packages maintenant qu'on a directement en lieu place d'utiliser le pack. Moi, je vais garder ce qu'on avait précédemment. Je vais refaire un composer update pour m'assurer que tout est en dernière version. Parfait. On fait un git add, git commit. Je vais mettre update packages and fix issues with Doctrine Migration. Pourquoi pas bundle. Donc si on fait un petit rappel, Symfony Flex, le système de recettes et de packs, c'est tout ceci qui fait la magie de Symfony. Comme on l'a vu, on peut utiliser Composer UCIP afin de voir toutes les recettes installées. De la même manière, si on a de nouvelles versions, cela sera indiqué. Et si on veut avoir des détails sur une recette spécifique, on peut mettre le nom du package. On aura les informations. On pourra même vous montrer, là c'est parce que j'ai installé la dernière version, mais on allait vous montrer qu'est-ce qui a changé et tout. Et puis vous pourrez regarder l'historique pour en apprendre davantage. Après, vous devez aller au cas par cas pour ajouter les modifications. Des fois, on modifie une recette juste pour ajouter des commentaires, histoire de mettre des exemples afin de faciliter la compréhension. Donc, imaginons que on avait notre recette et puis il n'y avait pas ce commentaire et après on l'a rajouté dans une autre version. Donc, lorsque vous allez faire git add -p, vous pouvez décider de rajouter le commentaire ou pas. Au moins, ce sera à vous de décider. Et on nous a montré également la commande composer receipt install qui permet de pouvoir mettre à jour une recette
ou bien on peut mettre à jour toutes les recettes en enlevant le nom qui est présent ici. On met -force pour forcer ceci, étant donné que des fichiers peuvent être modifiés et tout. Et puis -v pour être verbeux. Donc il va afficher quels sont les fichiers qui ont été modifiés, créés et tout. Vu que là on est en train de régler les problèmes, pourquoi pas on va continuer. Et puis on va régler d'autres Mitsubishi assez rapidement. La première des choses, je vais venir au niveau de template, pin, et on va utiliser show.html.twig. J'ai vu que là, j'ai oublié de mettre un point d'interrogation. De la même manière, si vous regardez Create et puis Edit, vous allez voir que le code est le même. La seule chose qui change, c'est le H1 et puis le texte du bouton. Donc ici, le H1 est différent et puis le texte du bouton. Ce que j'aime faire, c'est créer un fichier que je vais appeler _form.html. Je mets blade alors que je dis html.twig. On va copier le code qui est présent là et puis on va le mettre au niveau de _form. Donc on aurait pu l'appeler n'importe comment, mais c'est ce qu'on appelle des partials, donc des fichiers Twig qui seront réutilisables. Moi je préfère les préfixer de _ afin de voir clairement que ce n'est pas une vue typique, c'est un partial qu'on va pouvoir réutiliser quelque part. Maintenant, si je veux l'utiliser au niveau de Create, il suffit de mettre include et on va dire, viens au niveau de pin, tu vas trouver _form.html.twig. Donc, ce que vous indiquez ici, c'est relatif au dossier template. Donc, viens au niveau de pin et tu trouves form.html.twig. On va faire la même chose au niveau de notre ami Edit. Et bien, donc si on revient au niveau du navigateur, là j'ai deux fichiers, j'ai deux projets plutôt. On va essayer de retirer celui-là, désolé. J'avais oublié de le fermer probablement. On ferme tout ceci. Et vous allez voir, on a New et puis on a Edit également. Le seul problème pour l'instant, au niveau de Edit, on affiche toujours pour le texte du bouton Create a Pin, étant donné qu'on l'a hardcodé au niveau de notre partial. Moi, je vais dire que la valeur qui est ici va être dynamique. On va avoir une variable submit button text. Et je vais venir dire, au niveau de create, je vais passer une variable submit button text qui aura comme valeur create pin. Donc voici comment on inclut un partial et voici comment est-ce qu'on passe une variable. Ici, les cotes dans ce cas-là sont facultatives. J'aurais pu mettre les cotes comme ne pas les mettre. Ici, je suis obligé vu que c'est une chaîne de caractères, ok? Mais pour la clé, je ne suis pas obligé. Si on vient au niveau de show, vous allez voir par exemple, ici, je n'avais pas mis les cotes. Ok, oups, de cette manière, ça allait marcher pareillement. Juste pour vous le prouver, on va garder les cotes. Et là, on ne va pas mettre de cotes. Je viens au niveau de Edit, on va passer une variable submit button text, mais le texte va être update. Donc, au niveau de Edit, ici, on va avoir update. Au niveau d'ici, on va avoir create. On teste, j'actualise, update. Et là, create. Ce qui est même cool que j'aime faire, c'est quoi? Je vais dire, au niveau de create, je ne vais pas passer de variable. Donc, on aura normalement une erreur au niveau d'ici, vu qu'on n'a pas de variable. Mais je peux venir dire, si cette variable n'existe pas, comme valeur par défaut, on va utiliser create a pin. Donc, on peut utiliser un filtre qui a pour nom default et puis donner une valeur par défaut. Et vous allez voir par défaut, on va utiliser create, mais si on passe notre variable, on va l'utiliser. En lieu et place même de mettre default, c'est la même chose que de mettre deux points d'interrogation. Donc, au niveau de Twig, si vous mettez deux fois le point d'interrogation, c'est la même chose que default. On va avoir donc le même résultat, update, et puis ici, create. Faisons donc un autre commit. Je fais git statut, git add, git commit, et on va dire add _form partial for create and edit template.
Autre chose que je vais faire, c'est quoi? On va tout fermer. Je vais venir au niveau de SRC, contrôleur, pin contrôleur. Si vous regardez, on avait plusieurs routes. On avait la route slash pour la page d'accueil, slash pin create pour la création, slash pin suivi d'un identifiant pour l'affichage des détails, slash pin suivi d'un identifiant suivi de edit pour l'édition, et puis slash pin suivi d'un identifiant suivi de delete pour la suppression. En ce qui concerne le delete, je préfère ne pas mettre slash delete. Si vous regardez le path qui est là, c'est la même chose que le path au niveau de show. Mais on a une différence avec les méthodes. Si je fais une requête get, il va utiliser l'action show, mais si je fais une requête delete, il va utiliser l'action delete. Donc moi, je préfère procéder de cette manière-là. Ce qui fait que, généralement, ce qui permet de tout lister, c'est slash pin. Ici, vu que c'est la page d'accueil, j'ai mis en même temps slash. Mais si on avait par exemple un truc qui permettait de lister des événements, j'allais avoir slash events pour lister tous les événements. De la même manière, j'allais avoir slash events slash create pour la création. Je vais avoir get slash events suivi d'un identifiant pour l'affichage d'un événement particulier. Je vais avoir get et put pour l'édition. Et puis pour terminer, je vais avoir delete pour la suppression. Donc voici les conventions que je suis pour mes projets Symfony. Comme on l'a vu, même si on avait slash delete, cela allait marcher de la même manière. Mais vu que j'aime ne pas le mettre, je voulais vous le montrer. On n'aura aucun problème vu que les deux méthodes sont différentes. Ici delete et puis là get. On revient ici. On va faire un Symfony console debug router. Et vous voyez, on a get et post. Là, j'ai oublié pour slash event slash create. On aura get et puis post. Donc get affiche le formulaire et puis post pour le traiter. C'est la même chose qu'on avait eu à faire ici. Get et post. Parfait. On a show, edit et delete. Donc vous allez voir, ça va marcher. On peut tester. Je vais créer un pin. Je mets du n'importe quoi. On voit qu'il est listé. On peut l'afficher. On peut l'éditer. Et on peut le supprimer. Donc là, je vais faire un autre commit. Git statut. J'ai un alias qui me permet de faire gs. Git add all. Git commit. Je vais mettre update. Delete. Paf. Et vous voyez, vu qu'on a utilisé des noms de route, c'est intéressant, on n'a pas eu besoin de changer quoi que ce soit. Vu qu'on avait utilisé le nom de la route pour générer le path, lui, il se fout un peu de cela. Donc si on vient au niveau de show, il va générer le path qu'on veut et puis tout va marcher comme par magie. Quelque chose d'important à remarquer, si vous précisez les routes via les annotations, l'ordre dans lequel vous définissez vos différentes actions est important en rapport avec les routes. Juste pour vous le montrer, on va revenir là. Je vais faire un debug router. On peut voir on a home, pin create, show, edit, delete. Donc dans le même ordre que ce qu'on avait. Si je copie index et puis on rajoute index à la fin, vous allez voir que également l'ordre va changer. OK? Et tel que Symfony fonctionne, il va regarder. Lorsque vous rentrez un path au niveau de l'URL, par exemple, si je mets ici slash pin slash create, il va vérifier est-ce que cette route correspond à cela. Non. Là, c'est erreur quelque chose. Pareil, non. Et lorsqu'il va venir ici, il va voir que c'est cette route qui correspond à pin create. Et il va voir que l'action c'est create et l'utiliser. On peut même regarder en bas, c'est affiché. Il nous dit que c'est la route app pin create. Si vous êtes curieux et puis vous regardez au niveau de routing,
il va vous indiquer toutes les routes et puis la route qui a eu à matcher ce que vous avez eu à mettre. Donc pourquoi je vous l'indique? C'est parce que, imaginons, je vais venir faire quelque chose. Je vais enlever les requirements qu'on a eu à mettre. Je vais enlever également ceci. Donc ça permettait de dire que ça devait être un entier. On enlève également ceci. Et puis je vais remettre index en première position. Venons là. Copions maintenant notre ami create et je vais le mettre après le show. Vous allez voir quelque chose d'assez bizarre. Si on revient au niveau du navigateur, on vient au niveau de pin create et qu'est-ce que vous voyez? On a une erreur. On nous dit qu'on ne peut pas trouver un objet app entity pin. Donc ce qui se passe c'est quoi? Rappelez-vous, Symfony va regarder est-ce que ce qu'on a tapé, on a tapé /pin/create, est-ce que ça match cette route? Non. Est-ce que ça match cette route? Oui. Parce que là, on a dit /pin/ n'importe quoi. Et create, c'est n'importe quoi. On n'a pas dit que ça doit être un identifiant. Donc pour lui, cette route, elle est bonne. Donc il va rechercher un pin qui a comme identifiant create. Et puis il ne trouve pas de pin qui a comme identifiant create. Donc il nous dit erreur. Donc comme je l'avais dit, en mettant le type hinting, il recherche un pin qui a comme identifiant ce qui est ici. S'il le trouve, il le met au niveau de la variable. Dans le cas contraire, on a une réponse 404. Et là, il n'a pas trouvé de pin qui a comme identifiant cela et puis ça ne marche pas. C'est pourquoi on avait rajouté anti/d plus ou bien 09 plus afin de dire que l'identifiant doit être un nombre. Donc si vous venez maintenant et puis vous mettez create, il verra que create n'est pas un nombre, donc cette route ne va pas matcher. Et il pourra venir au niveau de la prochaine route et là maintenant, on n'aura pas de problème. On verra notre ami create et bang. Si vous ne voulez pas avoir à vous soucier de l'ordre des routes, vous pouvez dire que cette route, elle a une plus grande priorité que cette route. Par défaut, toutes les routes ont comme priorité 0. Donc ici, la priorité c'est 0, ici c'est 0, ici c'est 0 et tout. Mais je peux venir et puis je vais mettre, disons, priorité. On le met en anglais. Et puis je vais dire que comme priorité, je vais donner, disons, 1. Cette route-là va prendre le dessus sur cette route qui est présente là. Vu que la priorité est supérieure à la priorité de cette route, qui est de 0 par défaut, comme je l'ai dit. Donc vous voyez que même si on n'a pas mis ceci dans le bon ordre, à cause de priority, on aura le même résultat. Mais juste pour vous le montrer, si on enlève priority, on reviendra à l'erreur précédente. OK? Un autre moyen, ça aurait été de dire que lui, je vais lui donner une priorité négative. J'aurais pu mettre priority et puis donner comme valeur, disons, -1. Donc, vu que ici c'est 0, 0 est plus grand que -1, donc ça allait marcher également. Parfait. Mais moi, généralement, je préfère mettre simplement mes requirements. Maintenant que vous savez tout cela, sentez-vous libre de faire ce que vous préférez. Là, je vais faire plein de CTRL-Z et puis enlever tout ce qu'on avait rajouté. Est-ce qu'on a eu à changer quelque chose? Je vais faire git statut et on n'a rien changé. Je vais vous montrer quelque chose d'autre d'assez intéressant. Tout à l'heure, lorsqu'on avait fait debug router, vous avez vu on avait cette route avec le path _error et le nom de la route c'est preview error. Si on revient au niveau du navigateur, je vais mettre un identifiant qui n'existe pas. Vous voyez, on a une page 404. Cette page-là, elle est affichée parce qu'on est en environnement de développement. Donc, on vous donne des informations sur l'erreur et tout. Mais lorsque vous allez mettre votre site en ligne, vous n'allez pas vouloir afficher ces informations. Ok? Ce sont des informations sensibles qu'il ne faudrait pas afficher. Si on revient au niveau de notre code, je vais modifier l'environnement. Je viens au niveau de env. Je vais dire que on est en environnement de production. Revenons au niveau du navigateur. On actualise. Et voici ce à quoi va ressembler la page 404 en production.
Si vous avez une erreur, il faudra faire Symfony Console cache clear, ok? Des fois, on a des problèmes de caching. Mais voici ce à quoi va ressembler la page 404 en production. Vous avez vu que pour voir cela, j'ai eu à faire quoi? J'ai eu à faire appinv prod. Mais si vous êtes en dev, la route qu'on a vue tout à l'heure, qui est présente ici, elle va vous permettre de faire un preview de vos pages d'erreur. Donc là, je suis en environnement de développement. On va revenir à ce qu'on avait précédemment. Mais je peux mettre underscore error /404 et puis on va voir à quoi va ressembler la page 404 en production. On peut mettre 500, à quoi va ressembler la page 500 en production. Maintenant, comme je vous l'ai montré, vous pouvez customiser ces différentes pages. Donc, je mets Customize 404 Symfony. On prend le premier lien. Je vais vous montrer comment le faire vu que c'est assez simple. On nous dit que au niveau de template, on crée bundle, twig, bundle, exception, et puis on crée ce fichier-là. Bundle, twig, bundle, exception. On va voir si j'ai bonne mémoire. Je crée un dossier, bundle, un sous-dossier, twig, bundle. Donc là, j'ai créé un fichier. Désolé les gars et les go. On va supprimer ceci. C'est un dossier que je dois créer, pas un fichier. Donc on fait new folder, twig, bundle. Je vais créer un autre dossier, exception. Et au niveau de exception, on crée un fichier, erreur suivi du code de l'erreur. Là, ce sont les erreurs 404. Parfait. Donc le statut code de l'erreur. Et là, on va mettre un H1 avec hello, juste pour vérifier. Donc si je reviens au niveau du navigateur et on fait un preview des erreurs 500, on n'a rien changé. Mais si je fais un preview des erreurs 404, vous voyez maintenant, on a notre hello. Donc on peut customiser ceci, on nous donne un exemple. Je peux copier le code, je le mets là. Donc on hérite de notre template de base et puis on met ce contenu. Là, on n'a pas de route home page, on a une route app home. On revient là. On va tenter de se retrouver. Et puis voici, tout marche. Donc vous pouvez customiser comme vous le voulez. Là, on a hérité de notre template de base. Et puis on a modifié le body pour ajouter notre texte qui est présent là. Faisons un petit commit. Je vais faire git statut, git add, git commit, customize, 404 page. Essayons de gérer autre chose. Imaginons que la description d'un de nos pins est assez longue. Donc je vais mettre mon super pin. Je vais créer un lorem ipsum. Et puis on va le mettre là. Donc si la description est longue, des fois on va vouloir la tronquer. Je peux rechercher twig. On fait doc. Et puis vous allez voir, vous avez un filtre U. On peut l'utiliser pour faire un road wrap. On peut tronquer également un texte avec U.truncate. On peut mettre un texte en notation snake case, camel case et plein d'autres michubuchés. Donc moi je vais copier ceci. On vient au niveau du code. Et je vais dire au niveau de notre index.html.twig, on va tronquer la description à disons 10 caractères. Venons au niveau du navigateur. Et mamma mia, on a une erreur. On nous dit que si on veut utiliser le filtre U, il faut faire un composer require de twig string extra. Parfait. Donc je viens là, je fais un composer require et normalement ça devrait régler le problème. Je reviens au niveau du navigateur et la description a été tronquée. Donc on peut mettre 3 points de suspension. Je vais me retrouver ici. En second argument,
Et là, il va rajouter 3 points de suspension après. On peut voir qu'il tronque les mots. Si vous ne voulez pas qu'il tronque les mots, vous pouvez rajouter trou. Donc si je clique sur truncate, on a ici la taille, le suffixe, et puis est-ce qu'il doit couper le mot ou pas. Donc si je mets ici trou, on peut voir qu'il coupe les mots, mais j'imagine que si on met false, il ne va pas couper les mots. Et là maintenant il ne coupe pas les mots. Donc même si ça fait plus de 10 caractères, il ne va pas couper le mot parce qu'on a dit de ne pas couper les mots. Pourquoi pas également, on va dire à quel moment le pin a été soumis. Je vais venir au niveau d'ici, on va mettre un paragraphe, et je vais mettre submitted, et je peux rajouter la date. Donc on a l'attribut created at pour avoir la date de création. Là on aura une erreur vu que c'est un objet datetime, et puis on ne peut pas afficher les objets datetime. Je peux donc utiliser le filtre date, et vous allez voir, on aura ici la date à laquelle notre pin a été soumis. Si on regarde le résultat final, nous on affiche plutôt quelque chose comme soumis il y a de cela 9 jours, ou bien soumis il y a de cela 10 jours, 19 jours, ainsi de suite. Pour faire cela, il y a un bundle qui a pour nom KNP Time Bundle. Donc on peut l'installer et puis on va utiliser le filtre ego. On peut utiliser également une fonction TimeDiff, ça fait la même chose. Donc je dois juste l'installer et puis utiliser le filtre et utiliser le filtre ego ou bien la fonction TimeDiff. Et là on va remplacer ceci par ego. Je reviens au niveau du navigateur. Soumis il y a de cela 5 minutes, 39 minutes et 40 minutes. Si ce qui est affiché n'est pas le bon nombre de minutes ou bien le bon temps, assurez-vous d'avoir un fichier php.ini avec le bon time zone. Après, il faudra couper le serveur en faisant serveur stop et puis après serveur start -d et après Symfony serve -d. Moi, dans mon cas, tout est bon, donc je n'ai rien à faire. Faisons un petit commit, git statut, git add, git commit, make use of filter and KNP time bundle. J'espère que je l'ai bien écrit. On va vérifier est-ce que le nom c'est KNP time. Oui, c'est le cas. On valide et tout est bon. Donc voyons un dernier Mitsubishi avant de revenir à notre projet Pinterest. Si on regarde Create et puis Edit, on utilisait le type de formulaire pin type. Et si vous vous rappelez, on l'avait configuré. Au niveau des options, on avait utilisé data class et puis on l'avait bindé à l'entité AppEntityPin. Et je vous avais dit que c'est grâce à cela que lorsqu'on fait form getData, ceci nous retournait un objet de type AppEntityPin. Donc si on est au niveau de Create, je vais enlever ceci, je vais enlever également Pin. Donc on crée, disons, un nouveau formulaire de ce type. Je vais faire un dump de form getData. Venons au niveau du navigateur, on met du n'importe quoi, on valide, et vous voyez que on a un objet de type AppEntityPin. Donc si vous avez data class qui est CT, lorsque vous allez faire form getData, il va vous retourner un objet du type qui a été indiqué. Mais si je n'avais pas mis ceci, il va nous retourner un tableau classique. Et vous voyez, on a un tableau. Maintenant, ici, ce qui se passait, si je passe un objet, newPin, comme, disons, données pour prépopuler le formulaire, donc il va faire getTitle et puis getDescription afin de pouvoir prépopuler les deux champs. Étant donné que j'ai passé un objet de type AppEntityPin, Symfony est assez intelligent pour automatiquement rajouter l'option data class et puis dire que c'est notre entité AppEntityPin. Donc si je viens là, juste pour vous le montrer, si on clique sur formulaire, vous allez voir au niveau des options, Resolve Option, il est assez intelligent pour dire que data class c'est AppEntityPin.
Si je n'avais pas passé new pin, vu qu'on a ni mis, est-ce que ça se dit, vu qu'on n'a pas mis data class ici, et puis on n'a rien passé, on n'a pas passé d'objet de type AppentityPin, il ne pourra pas deviner. Donc si on revient là, vous allez voir que il ne pourra pas deviner data class, et puis il va mettre comme valeur nulle. Et si la valeur est à nulle, si la valeur est à nulle, c'est là que on a un tableau. Mais si je remets new pin, on a notre objet, il va deviner data class, donc on aura maintenant un objet de type AppentityPin. Donc j'espère que c'est clair. Si data class est à nul, vous avez un tableau. Si ce n'est pas à nul et puis c'est une classe, vous aurez un objet de cette classe. Si on passait des données sous forme d'un tableau en disant que le titre par défaut, je veux que ce soit cela, vu que ce n'est pas un objet, c'est tout simplement un tableau, ben data class va rester à nul puisque data class ça doit être une classe. Nous on a passé un tableau, donc il ne sait pas il doit mettre quelle classe. Donc dans ce cas là, on a bel et bien title qui a été prépopulé avec ce qu'on a eu à mettre, mais form get data va retourner un tableau vu que data class est à nul. Donc je vais revenir à ce qu'on avait précédemment. Je mets $pin. Ici on va revenir à ceci et je vais créer un dernier pin pour tester. Donc je mets Toto, du n'importe quoi. Donc j'ai eu à faire un dump. On va l'enlever. On réessaie. Et puis tout est bon. Je fais delete et bang. Donc les gars et les go, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Là malheureusement vous ne pouvez pas l'entendre. Mais pourquoi j'aime enregistrer les vidéos la nuit? C'est parce qu'il n'y a pas de bruit. Si vous regardez actuellement, il est 4h41. Mais à partir de 4h45, il y a un oiseau qui commence à faire du bruit. Donc vous allez l'entendre parce que c'est quasiment à côté de ma fenêtre. Donc là, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, promis, dans la dernière vidéo, on va revenir aux fonctionnalités. J'espère de tout cœur que vous avez pu apprendre de nouvelles choses. Je voulais juste montrer la mise à jour, mais des fois, je rentre dans beaucoup d'explications et puis, comme vous pouvez le voir. Mais j'espère au moins que vous avez appris un petit quelque chose. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, un maximum de likes. Comme ça, au moins, je saurai que ça valait la peine de faire cette vidéo-là. Et puis, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et pour ceux qui ont les moyens, vous pouvez faire un don au niveau de la chaîne YouTube afin de m'encourager à faire d'autres vidéos de ce genre-là. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.